Alors, chers étudiants confinés, bonjour. Donc, voici le nouveau chapitre sur le calcul intégral. Vous trouverez le PDF sur Moodle, mais ce n'est pas la peine de tout imprimer, hein. Vous pouvez prendre une feuille et de quoi noter pour résoudre les exercices de ci, de là. Alors, nous avions déjà rencontré le calcul approché d'intégrale en outil logiciel au semestre 1, et pour cela, nous avions utilisé les méthodes des rectangles, des trapèzes et de Simpson. Nous avions déterminé, grâce aux sommes de Riemann, l'aire algébrique comprise entre l'axe des abscisses, la courbe représentant y égale à f de x et les droites d'équation x égale a, x égale b. Voyons ça de plus près. Donc, pour déterminer l'aire algébrique, compris entre la courbe, l'axe des abscisses et les droites x égale a, x égale b, nous avions divisé notre intervalle AB en n sous-intervalles de même longueur, h, qui est égal donc à la longueur de l'intervalle b-a divisé par le nombre de sous-intervalles. Donc ici, vous aviez donc n sous-intervalles de même longueur, h. Nous avions ensuite calculé l'aire algébrique de chaque rectangle ici. Donc pour le premier, il s'agit de h fois f de x0. Pour le deuxième, h fois f de x1. Pour le troisième, h fois f de x2, etc. Jusqu'au dernier, celui-ci, h fois f de xn-1. Nous obtenions ainsi ce que l'on appelle la somme de Riemann, c'est-à-dire sigma pour i variant de 0 jusqu'à n-1 de h fois f de xi. Mais l'aire de tous ces rectangles hachurés donne une mauvaise approximation de l'aire comprise entre l'axe des abscisses et la courbe et les droites d'équation x égale a, x égale b. Voilà pourquoi les mathématiciens ont décidé de faire tendre n, le nombre de sous-intervalles, vers plus l'infini. Vous comprenez bien que plus le nombre de sous-intervalles est important, moindre va être l'erreur d'approximation ici. Donc, quand n tend vers plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le pas d'intégration, ce qu'on appelle le pas d'intégration, c'est h, la longueur de chaque sous-intervalle, qui est égale à b-a sur n, va tendre vers 0. Et donc, l'erreur d'approximation sur chaque intervalle va, elle aussi, tendre vers 0. Nous obtenons donc, quand n tend vers plus l'infini, une somme infinie, d'accord, que l'on peut aussi noter sigma pour i variant de 0 à l'infini de h fois f de xi. Cette somme infinie, si elle est finie, si elle donne un nombre fini, eh bien, à ce moment-là, on dit que la fonction f est intégrable sur l'intervalle AB. Et on note, avec ce symbole que vous connaissez bien, l'intégrale de f de x dx sur AB, la limite, quand n tend vers plus l'infini, de cette somme de Riemann. Alors, si on compare bien ces écritures, vous voyez que ici vous avez un sigma. Un sigma, c'est quoi? Un sigma, c'est une somme discrète. On dit qu'elle est discrète. Pourquoi? Eh bien parce qu'on somme suivant la variable ici de sommation qui est i. Et i, c'est un antinaturel. Donc, l'ensemble des antinaturels, il prend les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Ce sont des valeurs qui sont ponctuelles et isolées. Voilà pourquoi on parle de variables discrètes et donc de sommes discrètes ici. Et alors, par passage à la limite, quand n tend vers plus l'infini, cette somme discrète devient, vous voyez, un grand S allongé ici, qu'on appelle une somme continue. La variable de sommation, la variable d'intégration, on va dire plutôt, eh bien, est un nombre réel qui ici varie entre a et b. Donc on dit qu'il s'agit d'une variable continue puisqu'elle prend toutes les valeurs réelles continuellement entre a et b. Voilà donc pour la notation. Si on continue à comparer, vous remarquez ici que vous avez dx et dx, ça correspond à quoi par passage à la limite? À h. D'accord? Enfin, c'est plutôt h par passage à la limite qui correspond à dx. Donc ce dx ici, il ne faut pas l'oublier. Quand vous calculez vos intégrales, quand vous écrivez vos calculs d'intégrales, n'oubliez pas les dx. Vous comprenez donc ainsi que si vous avez une fonction continue sur un intervalle fermé AB, cette fonction va être bornée
Et donc, la somme infinie des aires de rectangle va donner une valeur finie. D'où le théorème, toute fonction continue sur un intervalle fermé AB est intégrable sur AB. Alors, je rappelle à nouveau de ne pas oublier le dx quand vous écrivez l'intégrale d'une fonction. Alors, pour plusieurs raisons. Allez, au moins 3 bonnes raisons pour ne pas oublier le dx quand on fait du calcul intégral. La première raison, je vous l'ai expliqué précédemment, c'est la définition, tout simplement. Alors, pour vous expliquer ça de façon un peu vulgarisée, en fait, dx, ça représente une variation infinitésimale de la variable x. Et lorsque vous la multipliez par f de x, vous obtenez l'aire algébrique d'un petit rectangle. D'accord? Et alors, maintenant, l'intégrale, le grand S allongé ici, signifie que nous allons faire la somme de ces aires algébriques infinitésimales lorsque x varie entre a et b. On obtient ainsi l'aire algébrique comprise entre l'axe des abscisses, la courbe d'équation y égale à f de x et les droites d'équation x égale a, x égale b. Mais alors, pourquoi parle-t-on d'aire algébrique? Eh bien, quand on parle d'aire tout court, une aire est toujours positive. On parle d'aire algébrique parce que vous voyez qu'ici, sur cet intervalle-là, entre, allez, on va dire C et B, la fonction est positive. Donc, je vais obtenir une aire algébrique positive. Par contre, si on travaille sur l'intervalle AC, la fonction, vous voyez qu'elle est négative, et donc je vais obtenir une aire algébrique négative. Voilà pourquoi je parle d'aire algébrique depuis le début. Donc la première raison de ne pas oublier le dx, c'est la définition de l'intégrale, comme nous venions de le voir. La deuxième bonne raison, c'est si par exemple dans votre intégrale, il y a une autre variable. Par exemple, si je calcule l'intégrale de x carré fois dt sur l'intervalle 0,1. Et si je calcule l'intégrale de la même fonction en dx, eh bien ça ne va pas donner le même résultat. Dans le premier cas, ici, x carré, c'est une constante par rapport à la variable t. Donc, c'est comme si j'intégrais, si vous voulez, 3 fois dt. Bon, ma primitive de 3 en t, c'est 3t, 3 fois t. Donc là, je vais avoir x carré fois t entre 0 et 1. Et c'est t qui varie entre 0 et 1. Donc ça va faire x carré fois 1 moins x carré fois 0, donc x carré. Et ici, par contre, j'intègre suivant la variable x, donc ça donne primitive x cube sur 3 entre 0 et 1. Donc ça fait 1 tiers moins 0. Donc j'obtiens absolument pas le même résultat. Et la troisième bonne raison, pour ne pas oublier le dx, eh bien ça vous l'étudierez à la fin de ce chapitre, c'est quand nous attaquerons la technique du changement de variable dans une intégrale. Par exemple, quand on voudra exprimer x, notre variable d'intégration, à l'aide de l'expression sinus t. Eh bien à ce moment-là, dx, eh bien malheureusement ce ne sera absolument pas égal à dt, mais ça on le verra à la fin de ce chapitre. Voilà donc 3 bonnes raisons pour ne pas oublier le dx dans vos calculs intégrales. Alors maintenant, nous allons calculer l'intégrale de exponentielle x sur l'intervalle 0,1 à l'aide de la somme des Riemann. Eh bien, je vous laisse lire ça tranquillement chez vous à tête reposée. Je conseille vivement aux étudiants qui souhaitent poursuivre en école d'ingénieur de le faire parce que nous allons calculer les intégrales autrement avec, vous le connaissez très bien, avec les fonctions primitives. Alors, un rappel, qu'est-ce que c'est que les fonctions primitives? Donc, théorème, soit f, une fonction intégrale sur l'intervalle fermé AB. On appelle fonction primitive de f sur l'intervalle fermé AB toute fonction notée grand F définie par dérivée de grand F de x est égale à petit f de x pour tout x dans l'intervalle fermé AB. Donc ça, vous connaissez bien normalement. Et vous avez aussi vu que toute fonction petit f possède une infinité de primitives. Et oui, parce que si on ajoute 3 à grand F de x, ou 5, ou pi, ou e, et qu'on dérive, eh bien on va avoir la somme des dérivés, c'est-à-dire grand f' de x plus 0. Et ça va redonner petit f de x. Donc les fonctions grand f de x plus constante sont aussi des primitives de petit f.
Alors, maintenant, quel rapport entre l'intégrale, comme je l'ai définie avec les sommes de Riemann, et l'utilisation des fonctions primitives, comme vous avez toujours fait en terminale? Hein, vous savez que en terminale, vous aviez vu que, oups, eh ben voilà, j'ai oublié le dx ici. Ah ah. Donc vous avez vu en terminale que l'intégrale de f de x dx sur l'intervalle AB, vous notiez entre crochets une primitive, grand F de x, et ça donnait grand F de B moins grand F de A. Vous remarquez ici que j'écrive ou non la constante, c'est pareil, puisqu'elle va partir après quand je vais faire plus constante, grand F de B plus constante, moins grand F de A plus constante. Hein. Donc nul besoin d'écrire entre crochets la constante additive. Alors, revenons à nos moutons. Nous voulons montrer le lien entre les sommes de Riemann, hein, telles que nous avons défini précédemment l'intégrale d'une fonction, et les primitives. Alors, grand f' de x est égal à f de x. Nous allons donc revoir la définition de dérivée. G est dérivable en x0 un élément de son ensemble de définition, si et seulement si la limite quand x tend vers x0 de g de x moins g de x0 sur x moins x0 existe et est finie. Et on note alors g' de x0, cette limite, que l'on appelle nombre dérivé de g en x0. Ça, ce sont les notations que j'avais utilisées lors du chapitre sur le chapitre précédent, hein, sur les fonctions. Alors, il y a une autre façon de déterminer cette limite. En fait, au lieu de prendre x ici, on va remplacer x par x0 plus h. Parce que quand h tend vers 0, eh bien, x qui est égal à x0 plus h va donc tendre vers x0. Voilà, donc je peux très bien écrire la limite quand h tend vers 0 de g de x0 plus h moins g de x0 sur... Alors, x moins x0 va devenir quoi? X0 plus h moins x0, donc h. Voilà pourquoi je peux aussi utiliser cette définition pour déterminer le nombre dérivé d'une fonction. Et donc, vous avez compris que c'est cette définition-là que je vais utiliser pour montrer le lien entre somme de Riemann et calcul de fonctions primitives. Allez, c'est parti. Alors, donc, vous avez ici la représentation graphique d'une fonction f de x dont je souhaite calculer l'aire comprise entre, l'aire algébrique comprise entre l'axe des abscisses, la courbe, les droites x égale a, x égale b. Pour cela, je vais définir une fonction grand A. Grand A ici de x0 va être égal à l'aire algébrique comprise entre les bornes a et x0. Dans ce cas-là, grand A de A, c'est-à-dire si x0 est égal à A, eh bien je vais obtenir l'aire entre A et A, donc ça fait 0. Et grand A de B, c'est-à-dire si x0 est égal à B, eh bien ça me donne justement ce que je cherche à calculer, l'intégrale de petit f de x entre A et B. Alors maintenant, que se passe-t-il si ici, j'augmente de h? D'accord? C'est-à-dire ici, j'ai x0 plus h. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais obtenir grand A de x0 plus h qui va être égal à l'aire hurée qui est ici. Alors, voyons voir ça. Donc ici, c'est ce que je vous disais, j'ai x0 plus h. Et donc, x0 plus a de x0 plus h qui est toute cette aire ici. Bien. Alors à ce moment-là, si je veux calculer a de x0 plus h, l'aire hurée en vert, moins a de x0, l'aire entre ici a et x0. Je vais obtenir l'aire qui est comprise entre x0 et x0 plus h. D'accord? Cette partie-là. Donc cette partie-là, si je regarde bien, voilà, cette partie-là, d'accord? Eh bien, quand h tend vers 0, je vais l'approximer par l'aire de ce rectangle ici. Ok? Et l'aire de ce rectangle, c'est quoi? Donc l'aire algébrique, bien entendu, hein, c'est h fois f de x0. Ok? Donc quand h tend vers 0, cette portion ici va être négligeable. Et donc, je vais pouvoir approximer a de x0 plus h moins a de x0 par h fois f de x0. Alors maintenant, je divise tout par h, donc j'obtiens ce résultat.
Et maintenant, je fais tendre h vers 0. Donc si je fais tendre h vers 0, bien ici, je vais obtenir l'égalité. L'approximation va devenir égalité. Et alors, si je regarde bien cette limite que je viens d'écrire, eh bien ça me rappelle effectivement la définition précédente. Vous savez, le nombre dérivé de la fonction ici grand A en x0. Donc j'obtiens l'égalité. La dérivée de grand A en x0 est égale à f de x0 pour tout x0 dans l'intervalle AB. Je peux l'écrire sans le x0, hein, c'était uniquement pour que vous compreniez mieux. Donc je peux écrire que pour tout x, A' de x est égal à f de x. Mais alors, à ce moment-là, ça veut dire que grand A est une primitive de petit f. C'est la définition, ça, d'une fonction primitive. Donc, grand A est une primitive de petit f. Alors, à ce moment-là, grand A, c'est égal à grand f de x plus constante. C'est comme ça qu'on a noté une primitive de petit f. Alors, je vais chercher maintenant à calculer cette constante, qu'on appelle aussi constante d'intégration. Vous vous rappelez, précédemment, nous avions vu que grand A de A égale à 0, parce que c'est l'aire entre A et A. Bon, ben, je vais utiliser justement cette condition initiale, si vous voulez, c'est comme une condition initiale, hein, et ça va me permettre de déterminer la valeur de la constante. Oui, parce que grand A de A, c'est aussi grand F de A plus constante, donc grand F de A plus constante est égal à 0, donc constante est égale à moins F de A. Donc ça veut dire que grand A de x, on peut l'écrire ici, pour que ce soit un peu plus clair. Donc, ça veut dire que grand A de x, c'est égal à grand F de x plus notre constante qui est égale à moins grand F de A. Ah, mais vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué tout à l'heure, grand A de B? Grand A de B, c'est l'aire comprise entre A et B. Autrement dit, c'est l'intégrale entre A et B de petit f. Ah, d'accord, donc grand A de B, eh bien, c'est égal à grand F de B moins grand F de A. Voilà d'où vient la formule de l'intégrale que vous aviez utilisée en terminale. Voilà, l'intégrale de petit f de x dx, c'est donc égal à grand F de B moins grand F de A, où grand F est une primitive de petit f, c'est-à-dire sa dérivée est égale à petit f de x.